Bonjour à toutes et tous. On se voit aujourd'hui pour un webinaire dans le cadre du mois sans tabac. Webinaire sur la thématique arrêt du tabac en santé du travail. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir pour animer ce webinaire d'accueillir Dr Hervé Martini. Hervé Martini qui est secrétaire général pour Association Addiction France, médecin addictologue tabacologue, médecin coordinateur pour le réseau L'Oradict et médecin collaborateur en médecine du travail. Voilà pour la liste des fonctions. Je laisse donc la main à Dr Martini pour cette présentation sur l'arrêt du tabac en santé du travail. Oui, bonjour à tous. Merci Yael, merci d'être présent pour ce webinaire. Et donc effectivement, j'avais voulu aujourd'hui parler de l'arrêt du tabac en santé au travail, puisque j'ai une valence aussi à l'Association Lorraine de santé et de médecine du travail sur le département du 54. Alors, on est là pour effectivement, j'ai prévu une vingtaine, 20, 30 diapos, mais c'est surtout pour après initier le dialogue et vos questions sur une thématique effectivement qu'on retrouve en santé au travail. Alors, pourquoi c'est important de parler à la fois tabac en santé au travail? Alors, des chiffres assez anciens de 2015 pour vous montrer qu'effectivement, le tabac reste la première cause de cancer, hein, de nouveaux cas de cancer attribuables à l'environnement, au mode de vie chez l'adulte de plus de 30 ans et plus. Donc, on est vraiment sur le tabac, l'alcool, qui sont des causes très clairement évitables, hein, en arrêtant sa consommation de tabac, en réduisant, en arrêtant sa consommation d'alcool on a effectivement une nette diminution du nombre de cancers tous les ans. Vous voyez en sixième position, et pour les médecins du travail, pour les services de santé au travail, c'est important ce qu'on appelle l'exposition professionnelle. Et souvent, ce qu'on retrouve sur le terrain, c'est à la fois une exposition professionnelle à des cancérogènes, et aussi une association souvent à la consommation de tabac de la part du salarié. Donc nous, on a deux actions. On va effectivement agir en milieu professionnel, en diminuant au maximum et en suivant les expositions professionnelles à des agents cancérogènes, mais c'est aussi une action très profitable par rapport au tabac et même par rapport à l'alcool en général aux addictions. Alors pourquoi en parler? Donc vous savez que la MILDECA en 2023 publie un rapport. Vous avez également la Cour de Constance qui suit la consommation de produits psychoactifs en population générale et notamment en population active aussi. Vous voyez ces diapos qui sont assez parlantes. On voit qu'en gros, un tiers de la population active française, occupée, hein, population active, consomme du tabac. Toujours un peu plus d'hommes que de femmes, même si effectivement les chiffres montrent que les femmes, c'est là, le tabac, c'est le produit où finalement il y a très peu de différence entre hommes et femmes par rapport à d'autres conduites. On voit effectivement, j'ai mis les autres produits, hein, notamment l'alcool, hein, vous voyez que on est sur à peu près 20% d'hommes et 8% de femmes qui ont un usage dangereux de l'alcool, souvent association tabac-alcool. D'accord? Et quand on regarde le cannabis, on vend 8% et 4%. 8% chez les hommes, 4% chez les femmes consomment du cannabis au moins une fois par semaine. Donc là, on voit un peu les répercussions des consommations de produits les plus consommés en France, qui sont tabac, alcool et cannabis. Petit focus aussi sur le mésusage d'anxiolytiques, d'accord? Et on voit aussi là, on est plus sur une population féminine avec près de 5% contre 3% chez les hommes. Ce qui est important en santé au travail, c'est la notion de maintien dans l'emploi et à la fois rester dans l'emploi, maintien dans l'emploi, mais aussi revenir à l'emploi. On voit que si on prend par exemple l'alcool, vous voyez que le risque finalement de perte d'emploi à un an pour les sujets de dépendance, risque est multiplié par 2 pour l'alcool. Ok, pour le cannabis, on voit que le risque est multiplié par 3. Donc vraiment des facteurs très importants à prendre en compte lorsqu'on est dans un service de santé au travail, puisque c'est des facteurs de risque vraiment de désinsertion professionnelle. Mais on voit aussi que le tabac, au départ, peut aussi être un facteur. Vous voyez que les fumeurs ont un risque de perte d'emploi à un an, multiplié par 1,5 par rapport aux non-fumeurs. Là, il n'y a pas d'effet seuil par rapport à des niveaux de consommation de cigarettes, puisque vous voyez que même ceux qui consomment moins de 10 cigarettes par jour, donc certains vous disent, ah, ben, c'est des petites consommations, je ne consomme pas beaucoup, ils ont quand même un risque multiplié par 1,5. Donc vraiment à prendre en compte. C'est vraiment un facteur que l'on peut intégrer dans nos pratiques pour diminuer en fin de compte le risque de perte d'emploi et de retour aussi à l'emploi. Alors bien évidemment, on peut retrouver dans notre pratique quotidienne à la fois une consommation de tabac, d'alcool et de cannabis qui va encore complexifier au niveau addictologique la situation au travail.
Alors pourquoi en parler? Quelques chiffres. Alors tous les métiers sont concernés, mais néanmoins, on retrouve quelques petites spécificités. C'est-à-dire que la consommation quotidienne de tabac, par exemple, est plus élevée que dans la moyenne des autres secteurs, dans le secteur de la construction, l'hébergement, la restauration, ou par exemple l'immobilier, ça c'est chez l'homme. Alors que chez la femme, on va retrouver une consommation plus élevée que la moyenne dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration. Il est aussi à noter, en termes de consommation d'autres produits, notamment l'alcool, que les secteurs, par exemple, de l'hébergement et de la restauration, que ce soit chez l'homme et les femmes, sont des secteurs qui sont très à risque de consommation de produits psychotropes, alcool, cannabis et autres produits. Là encore, important de voir que si tous les métiers sont concernés, on voit une surreprésentation en fin de compte des secteurs des catégories socio-professionnelles comme les ouvriers. Vous voyez que c'est près de 40% des hommes et 37% des femmes. Une inégalité hein, par rapport aux professions cadres et professions intellectuelles, où là, effectivement, on a 16% des hommes et 15 et 16% à peu près des femmes, donc à peu près équivalent, qui consomment. Donc vraiment, nos missions, c'est effectivement de repérer au niveau de santé au travail, de repérer les secteurs qui sont le plus à risque, en négligeant aucun autre secteur. On verra que c'est important de poser la question partout, hein, il n'y a pas de, voilà. Mais aussi en étant vigilant sur le monde ouvrier et aller vers plus. Alors probablement que les professions, et ça on voit une inégalité dans le tabac qui est très nette, il y a une réduction certes du tabagisme en France, on est tout à fait d'accord, notamment chez les plus jeunes, et ça on peut que s'en féliciter. Mais il y a encore ça cache des inégalités sociales, puisqu'effectivement, plus on s'éloigne, notamment chez les lycéens, lycée général, et plus on va vers les secteurs CFA, par exemple, on a une augmentation de la consommation, de la prévalence du tabagisme quotidien chez les personnes qui sont en CFA versus les personnes qui sont dans les lycées techniques ou les lycées généraux. Donc il y a vraiment un cœur de métier à avoir et les gens de la prévention doivent vraiment aller vers ces populations qui souvent vont pas vers le soin ou qui vont très peu chez le médecin traitant. L'idée, c'est effectivement qu'en médecine du travail, nous, on les voit dans le cadre des aptitudes à des postes de travail, par exemple, ou dans le cadre des visites. Donc, c'est un moment de saisir cette occasion de parler tabac en santé au travail. Autre élément, là aussi, vous voyez que c'était assez vieux 2010, mais quand même, c'était que les gens étaient interrogés et déclaraient avoir augmenté leur consommation en cause de problèmes liés à leur situation professionnelle au cours de l'année. Et vous voyez, il y avait un tiers des fumeurs réguliers, 9% des consommateurs d'alcool et 13% des consommateurs de cannabis. Donc vraiment, alors, on peut interpréter en disant que le tabac, finalement, comme régulateur, finalement, de difficultés, un marqueur peut-être, effectivement, de difficultés. Donc à s'interroger. Donc lorsqu'on va interroger sur le contexte du travail, sur les risques psychosociaux au niveau du travail, sur le stress au travail, sur la satisfaction sur le poste, corrélé peut-être aussi avec la consommation de tabac qui peut être un facteur augmenté. Voilà. Alors pourquoi en parler? Alors la tranche d'âge qui est la plus concernée par les types de consommation, c'est consommation alcool, tabac et cannabis. Donc c'est une tranche d'âge qui ne va pas forcément voir son médecin traitant, mais qui sera à même de rencontrer au moins une fois lors d'une prise de poste le service de santé au travail. Là aussi, alors le travail peut être un facteur de cause hein, d'augmentation, hein, on le voit lors de la précédente slide, ou au facteur de contraire de diminution. Et ça, on verra que c'est surtout lié, entre autres, à la position effectivement de position de l'entreprise, qui peut être effectivement aidante dans une démarche globale de diminution des consommations, du moins de diminution des pratiques addictives. Autre élément à prendre en compte, on voit bien que l'instabilité professionnelle ou les risques psychosociaux vont être des facteurs de majoration de cette consommation. Alors, ce qui est intéressant, c'est, vous savez, que le coût social du tabac, on est sur une centaine de milliards d'euros en termes de coût social, tout confondu, c'est-à-dire qu'il y aura le coût des maladies, le coût des arrêts maladie, bien sûr, le coût des soins, le coût direct et indirect. Et naturellement, ça se répercute sur les cotisations sociales. Donc, en diminuant finalement, en arrêtant, c'est mieux sa consommation de tabac, eh ben, on peut avoir un vrai impact en termes de coûts sur la santé et sur les cotisations sociales. Un vrai enjeu. Alors, c'est toujours pareil, hein, certains vont vous dire oui, mais ça ramène des taxes, mais c'est pas la même poche qui perçoit, puisque les cotisations, c'est nous, l'entreprise et les salariés qui versons ces cotisations auprès de la sécurité sociale. Or, les taxes sur les produits vont en partie, effectivement, dans les caisses de Bercy. Alors, lien travail tabagiste, donc il y a plusieurs travaux, alors là, la Cour de Constance nous est d'une aide précieuse, qui finalement a essayé de voir s'il y a des facteurs favorisants de la consommation de tabac. Alors déjà, ce qu'on appelle une astreinte, donc l'astreinte, c'est
la dureté finalement du travail, pour être simple. Donc l'astreinte physique importante, c'est des métiers qui sont physiques, très physiques, notamment dans tout ce qui est secteur industriel par exemple. Donc on voit que les efforts physiques intenses diminuent les chances d'arrêter. Alors le ratio ajusté est à 0,78. Voilà. Vous avez aussi la notion d'effort physique élevé. Major le risque d'être un gros consommateur. Donc, lorsqu'on a des métiers qui sont des métiers très pénibles sur le plan physique, vous avez globalement, quand vous interrogez votre salarié, vous avez des risques de consommation et des niveaux de consommation qui sont beaucoup plus élevés. Ce qui est important aussi de mettre en avant aussi, c'est la notion de dose dépendante. C'est-à-dire que plus l'effort physique sera important, plus la charge physique, l'astreinte physique sera importante, plus effectivement le niveau de consommation de tabac est importante et plus le comportement est fort, ancré aussi fortement dans la personne. Et si on parle simplement, ça c'est le niveau de consommation. Si l'on va un peu plus loin et on essaie de voir un peu les efforts physiques intenses, notamment par rapport au risque de rechute, c'est-à-dire qu'on amène finalement le salarié à arrêter de fumer, et c'est très bien, on sait que les personnes qui sont soumises à des efforts physiques intenses ont plus de risques finalement de rechuter après le sevrage, et là c'est significatif en termes. Donc concrètement, le service de santé au travail aura comme véritable impact d'aider les personnes et de repérer ces situations de travail à risque et d'aider ces personnes de manière plus importante et de proposer systématiquement une évaluation et une proposition de sevrage. On verra comment on peut le proposer. Donc pour les préventeurs aussi, très important de prendre cette dimension-là. C'est aussi une dimension qui serait importante de transcrire ça au niveau de l'entreprise, de leur dire voilà, les conditions de travail sont un facteur de risque de conduite addictive et notamment par rapport au tabac en termes. Donc si on peut réduire effectivement les efforts physiques ou l'astreinte physique, on peut espérer effectivement une diminution du nombre de consommateurs et une meilleure réussite finalement du sevrage. Autre lien, la notion d'horaire atypique, vous savez, c'est les horaires entrecoupés. Là aussi, alors c'était notamment là, la cohorte Constance le note chez le public féminin qui est souvent enclin à avoir ces horaires atypiques. Donc très tôt le matin, très tard le soir, des horaires variables, etc. Le travail de nuit, là aussi, associé à une diminution des chances de sevrage. Une petite notion aussi, le travail après minuit, c'est-à-dire que vous pouvez avoir soit un poste de nuit à partir de 20h jusqu'à 6h le matin, ou alors travailler sur des horaires, par exemple, après minuit, sur des postes qui commencent à 1h, 2h ou 3h du matin, ce qui fait qu'on a des nuits totalement incomplètes. Donc là aussi, vous avez des diminutions des chances de sevrage, et c'est aussi pour les anciennes fumeuses, un facteur risque accru de rechute. Donc là aussi, c'est une population qui est plus fragile. Je rappelle que le travail de nuit favorise notamment certaines pathologies cardiovasculaires, mais aussi des pathologies cancer du sein notamment. Et on sait aussi que la consommation de tabac est un facteur de risque indépendant de cancer du sein. Donc, on a tout intérêt, c'est chez les populations, notamment féminines, où le tabagisme augmente, hein. Je rappelle que de plus en plus, le tabagisme au féminin rejoint le tabagisme masculin. Donc, on a effectivement des risques plus importants de cancer bronchopulmonaire chez la femme, mais aussi de cancer du sein. Alors aussi, quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans la littérature, c'est la notion de contact avec le public. Et ça, pour l'ensemble des conduites addictives, c'est à la fois le travail quotidien en contact avec le public, c'est une situation de stress. Alors, ce ne sont pas des postes à risque au sens de la santé au travail, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conducteurs de train, ils ne sont pas conducteurs d'engin, mais ils sont face à du public et c'est clairement un facteur identifié de risque psychosocial. Et un des moyens de régulation des risques psychosociaux, en tout cas, on le sait, ça va être la pratique addictive, qui peut être effectivement la consommation de tabac, mais également la consommation d'alcool ou d'autres produits psychotropes. Rappelons aussi, si on prend les addictions en termes de général, que la consommation de psychotropes, notamment de psychostimulants, type cocaïne, se retrouve dans des professions effectivement du monde de la nuit, profession de la restauration ou de l'hébergement, mais aussi sur des métiers qui sont physiques. Et alors voilà, chez l'homme et la femme, association avec une consommation supérieure à 19 cigarettes par jour, très clairement, on a ce travail quotidien en contact avec le public est très fort. Télétravail, alors il y avait une enquête qui a été faite lors du Covid, où on avait regardé un peu s'il y avait des augmentations de consommation. Ce qui était noté, c'est qu'effectivement, les facteurs de solitude, que ce soit sur site ou hors site, parce qu'on pouvait très bien revenir sur son lieu de travail et être tout seul, et très isolé, hein, quand on était un par bureau, sur l'ensemble d'un étage, ou dans un open space, on est que deux personnes, c'est pas la même chose que d'avoir une dynamique de cinq ou six personnes autour de soi. Donc là, clairement, il y avait
un risque, c'est plus le facteur solitude finalement, solitude, pas rencontrer le manager, être un peu isolé, qui était en compte, alors que le télétravail ne montrait pas finalement de différence en termes de niveau de consommation. Donc c'est l'enquête qui avait été menée lors des confinements et lors du Covid. Donc le télétravail aussi, on y revient un peu, il y a des études qui sortent effectivement régulièrement sur le risque psychosocial. Alors, globalement, risques liés au travail, ben oui, les risques psychosociaux, les conditions de travail pénibles et le stress au travail sont clairement des facteurs qui favorisent la consommation psychoactive et notamment aussi de consommation de tabac. Alors, ça peut être pour tenir physiquement, pour tenir psychiquement, puisque les rythmes de travail, les cadences de travail, donc là, on touche autour de l'organisation du travail, sont des facteurs de risque de prise de produits, mais aussi et notamment de tabac. Alors, vous avez aussi, lorsqu'il y a une pression forte et une recherche de performance, l'obligation de répondre à des exigences de productivité, lorsqu'il y a aussi un climat de compétition entre les salariés, sont des facteurs favorisants qui vont engendrer une prise de produits psychoactifs et également, effectivement, de tabac. Un facteur qu'on retrouve, c'est aussi l'accessibilité. Et là, on verra que tout un des rôles finalement du service de santé au travail et des préventeurs, mais aussi de la responsabilité de l'employeur, c'est l'accessibilité du tabac sur le lieu de travail et les messages finalement qu'on va diffuser auprès des collaborateurs. Et donc, très clairement, la dynamique qu'influe l'entreprise autour de cette thématique des addictions et en particulier autour du travail et autour du tabac est extrêmement importante pour nous et à prendre en compte lorsqu'on va agir au niveau d'une entreprise. Ça peut être, pour entrer, pour parler des pratiques addictives et des conduites addictives, le tabac peut être effectivement un bon élément pour déjà prendre pied dans une entreprise et amener cette culture du risque addictif au sein de l'entreprise. Alors, on a en France une législation que je tiens toujours, que j'aime à rappeler, puisque on a déjà la loi Veil en 1976, qui déjà mettait en place des interdiction fumée dans certains lieux à usage collectif. La loi Evin, naturellement, qu'on connaît par rapport au tabac et à l'alcool, hein, qu'il faut toujours défendre de manière bec et ongle, défendre bec et ongle contre les lobbies. Vous avez les lois de 2006 mises en janvier 2007 sur justement l'interdiction fumée dans des lieux collectifs, entreprises, administrations, établissements scolaires, établissements de santé, les lieux de convivialité. Hein, c'est important aussi, vous saviez qu'avant on pouvait fumer dans les bars, restaurants, et un des éléments qui avait été pris en compte, c'est la santé des collaborateurs qui ne fumaient pas et qui étaient exposés au tabagisme passif. Et là, ça a permis aussi une révolution. Je rappelle qu'en 2006, quand on a commencé à parler de ça, tout le monde criait en disant c'est pas possible en France, comment c'est une perte de liberté. Et finalement, maintenant, c'est des mesures qui sont totalement acceptées. Il faut aller plus loin probablement, puisque vous savez que là, les terrasses couvertes, par exemple, sont parfois, en région parisienne, vous avez pas mal de restaurants dont les terrasses dépassent et sont complètement fermées, où on peut fumer. Donc on est là encore dans des lieux où on est exposé fortement au tabagisme passif. L'idée pour l'entreprise et l'employeur, c'était véritablement de ne pas imposer la respiration des fumées par des salariés qui ne fumaient pas. Donc on est vraiment sur un objectif de limitation de cela. Et puis, élargissement aussi en 2016 avec l'arrivée de la vapoteuse. Alors, j'ai pas fait de topo législatif sur la vapoteuse, hein, on pourra en parler si vous voulez après. Il y a un élargissement de l'interdiction au vapotage au niveau de l'entreprise. Avec les nouveaux modes finalement de consommation, le législateur a effectivement étendu au vapotage. Donc, on a déjà un cadre effectivement législatif auquel on peut s'appuyer en termes d'interdiction de fumer dans les lieux collectifs. Et ça, c'est important parce que ça va pouvoir aussi déterminer les politiques de santé au niveau de notre entreprise. Alors, il y a une réglementation naturellement qui en découle auprès du Code de santé publique, avec l'interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif. Donc, alors c'est précis, hein, c'est dans tous les lieux fermés, couverts, qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. On verra que des questions sont régulièrement posées sur le bureau. Moi, j'ai un bureau individuel, je peux fumer dans mon bureau individuel. Non, puisque finalement, des personnes peuvent effectivement rentrer dans ce bureau, elles peuvent travailler avec vous, il peut y avoir de la coactivité, et dans ce contexte-là, vous n'êtes plus dans un bureau individuel. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un petit flou parce qu'on est souvent installé. Moi, je suis chez moi, je suis dans mon bureau, etc. Alors, ça ne s'applique pas naturellement au télétravail à la maison.
mais dans un espace fermé, l'entreprise, ça s'applique. Alors, dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées, et les lieux de formation et d'hébergement des mineurs, là aussi, c'est très important puisque les entreprises, on verra, ont un rôle à jouer, notamment dans l'accueil des apprentis et le positionnement de l'entreprise et de l'employeur par rapport effectivement au tabagisme des mineurs est important. Et l'exemplarité finalement de l'entreprise des maîtres de stage est un facteur clé dans la diminution du tabagisme et dans la non-entrée du tabagisme des jeunes et naturellement dans les moyens de transport collectif. Donc on va voir que là aussi, on peut avoir des leviers en termes d'interdiction de fumer et l'idée, c'est effectivement de dénormaliser cette consommation. Certains parcs, alors à Nancy, puisque je suis de Nancy, les parcs publics sont désormais non-fumeurs en leur totalité. Là aussi, toujours dans l'idée de dénormaliser cette consommation de tabac et d'éviter l'exposition des plus jeunes au tabac et à la vue du tabagisme. Alors, vous avez, à contrario, des lieux qui sont autorisés, qui peuvent être autorisés à la consommation, donc là aussi de tabac, donc c'est l'article voilà, 3512-3 du Code de santé publique au sein de l'entreprise. Donc là aussi, c'est bien cadré. Alors, ça doit être écrit nommément, il y aura un projet qui doit être soumis à avis auprès d'un CSE, ou alors auprès des délégués du personnel lorsqu'il n'y a pas de CSE. Et régulièrement, les zones fumeurs ou les zones autorisées à la consommation doivent être remises en discussion tous les 2 ans. D'accord. Là, c'est intéressant aussi. Donc, le code, alors là, c'est le code de la santé publique. Là, c'est une loi, c'est plus un aspect réglementaire. L'article L3512-9, là aussi précise l'interdiction à tous les occupants d'un véhicule de fumée en présence d'un mineur de moins de 18 ans. Pourquoi c'est important? Parce que vous avez souvent des mineurs dans le cadre de leur apprentissage qui peuvent être effectivement sur leur lieu de travail. Donc, ils sont au travail, ils sont en CFA, mais également sur le lieu de travail et dans les véhicules, parfois, l'adulte peut être effectivement fumeur et consommer. Et l'appareil, le respect de la non-consommation de tabac dans le véhicule, par exemple, parce qu'un mineur est très important, là aussi, c'est un élément majeur à prendre en compte et pour protéger naturellement aussi la santé des mineurs du tabagisme passif. Ce qui était intéressant, j'avais participé à l'époque au projet Tabado, c'est très intéressant de voir que finalement, le rôle de l'environnement et le positionnement de l'entreprise était un facteur clé, puisque lorsque vous aviez des salariés où l'entreprise, les gens fumaient même nommément devant eux, il y avait moins de barrages et moins de fils, donc les jeunes fumaient beaucoup plus. Par contre, lorsque dans l'entreprise on disait on ne fume pas sur le chantier, on ne fume pas dans la voiture, on ne fume pas à midi, etc., il y avait une nette diminution de la consommation des apprentis, ce qui était vraiment un facteur extrêmement intéressant et un levier aussi intéressant. Donc ça passe par une politique de prévention ferme. Alors, il y a 2 cas, 2 situations qui sont intéressantes quand même à noter, qui sont cette fois-ci dans le Code du travail. Il y a le Code de santé publique et le Code du travail qui définit 2 situations où finalement l'information ou une formation est à mettre en œuvre par l'employeur. Vous savez que l'employeur a un devoir d'assurer la santé et la sécurité des salariés. C'est vraiment une règle clé. Et dans ce contexte-là, l'exposition au radon, vous savez, le radon, c'est un gaz radioactif qu'on peut trouver dans certaines régions à des prévalences plus importantes, notamment dans les caves, puisque ça, c'est un gaz qui va rester notamment au niveau des caves. Et on a bien démontré un lien fort entre radon et cancer bronchopulmonaire. Et le lien est d'autant plus fort de cancer bronchopulmonaire lorsque vous avez association entre la présence de radon au niveau d'un lieu de travail, donc dans une cave par exemple, dans un sous-sol, mais également et dans ce cas, il y a une consommation de tabac. Et vous voyez que les personnes qui fument courent plus de risques de développer un cancer du poumon que celles qui ne fument pas à une dose d'exposition au radon connue. Hein, vous voyez qu'on est à peu près à 12% de risque de développer cette maladie à cause de son tabagisme versus 5% chez le non-fumeur. Donc là, il y a un devoir d'information. Alors bien sûr, il y a un devoir de la part de l'employeur d'éviter les fortes concentrations de radon, donc ça passe par la ventilation, etc., des lieux de travail, mais ça passe aussi par une politique ferme et d'information en tout cas du salarié sur les risques entre association, radon et tabac. Donc voilà. Et
Autre élément, alors on est concerné également en santé au travail, et beaucoup de salariés le sont sur les CMR. Les CMR, c'est quoi? Ce sont les produits chimiques qui sont cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Et là aussi, c'est un risque additionnel, c'est-à-dire que la consommation de tabac, générateur de cancer, alors cancer de la vessie, cancer du sein, cancer du poumon bien sûr, ça s'additionne aux produits chimiques qui peuvent être également à risque de cancer. Donc j'ai pris un exemple par exemple, c'est les salariés qui sont exposés à l'arsenic dans leur pratique professionnelle, avec une consommation, alors c'est pas très bon les paquets années, mais donc environ de 20 paquets années. Vous voyez qu'il y a un risque relatif, donc une survenue de cancer bronchopulmonaire multiplié par 50. Donc c'est pareil, autant on va travailler sur diminuer au maximum l'exposition à l'arsenic ou proposer des moyens de protection individuelle par rapport à l'arsenic, on va aussi également avoir un impact et un vrai intérêt à diminuer la consommation de tabac, puisque là on diminuera effectivement les risques relatifs de cancer bronchopulmonaire. Donc vous voyez que le médecin du travail a cette double casquette, à la fois agir auprès de l'entreprise, médecin du travail, équipe pluridisciplinaire, hein, entendez cela quand je dis médecin du travail, mais aussi effectivement une action très forte à mener autour de la consommation de tabac. Alors, vous allez me dire, au niveau de l'entreprise, c'est des fois parfois difficile quand on est préventeur ou médecin du travail ou infirmière de santé au travail d'aller dans l'entreprise et d'emblée dire, ben voilà, le tabac, il faut en parler, etc. Mais il y a un réel intérêt pour l'entreprise. Déjà, on est sur une des missions de l'employeur, c'est préserver la santé des salariés qui l'emploient. Donc déjà, le fait de diminuer la consommation et d'arrêter la consommation de tabac de ces salariés, on limite effectivement les arrêts maladie, on limite les accidents de travail. Quand on parle d'addiction en termes généraux, l'accident de travail bien sûr, mais accident de travail aussi le tabac, hein, très clairement, lorsqu'on est dans des situations de stockage de produits inflammables explosifs, la consommation de tabac, on est d'accord, est à proscrire. La disponibilité physique et psychique, hein, c'est vrai que lorsque je suis en syndrome de manque, je vais plus souvent m'absenter, je vais descendre, je vais arrêter la tâche actuelle, etc. Donc ça peut être des éléments à prendre en compte. Pour les forts dépendants, lorsqu'il y a des trajets longs en véhicule ou des trajets en avion, ça peut être des vrais, même s'il y a des substituts nicotiniques à disposition, ça peut être des vraies difficultés, donc c'est à prendre en compte. Ces diminutions du stress et de l'anxiété. Là, il y a un lieu commun, vous l'avez sans doute vu avec les précédents webinaires, sur la phrase classique, ça permet de diminuer mon stress, ça permet de diminuer l'anxiété que de consommer du tabac. C'est totalement faux, puisqu'effectivement, la nicotine est pharmacologiquement parlant un psychostimulant, et bien au contraire, elle va générer de la tension, de l'anxiété et du stress. Alors, c'est aussi protéger les collaborateurs qui ne fument pas, d'accord, le tabagisme passif ou l'incitation à la consommation. Je rappelle qu'il est effectivement interdit d'inciter un mineur de consommer. Donc, il y a des populations ici à risque, hein, les mineurs, les femmes enceintes et naturellement les non-fumeurs ou les anciens fumeurs. Donc, très clairement, protéger ses collaborateurs. Alors, favoriser aussi le respect et l'hygiène, à tout ce qui est mégots, tout ce qui est tenue de travail, tout ce qui est locaux, zone fumeur. Je rappelle que on verra dans une démarche RSE, les mégots, ça pollue, hein, ça pollue 500 litres d'eau. Au niveau environnemental, c'est catastrophique. C'est que le filtre, c'est pas de la boîte de cellulose biodégradable, hein, ça va rester longtemps dans l'environnement. Et puis, vous avez aussi des dépôts, puisque de plus en plus, on travaille sur les dépôts surfaciques. C'est-à-dire que je fume, je vais libérer finalement des particules. Ces particules vont reposer sur l'espace de travail. Donc, il y a un risque aussi. Respect hygiène aussi, pourquoi? Parce que, par exemple, lorsque je fume après avoir manipulé des produits chimiques, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais porter à ma bouche, je vais mettre sur, finalement, sans mettre laver les mains, je vais mettre sur la cigarette des produits chimiques. Ces produits chimiques seront ingérés. C'est très clair pour le plomb, puisque vous savez qu'au départ, on interdisait de fumer dans les entreprises ou dans les ateliers où on fabriquait, où il y avait du plomb, l'exposition au plomb, parce qu'effectivement, le plomb ingéré est extrêmement toxique. Donc, en limitant la consommation, l'alimentation et la consommation de tabac sur le lieu de travail ont diminué finalement les risques de contamination via la cigarette. Donc ça a toujours fait respecter au niveau de l'entreprise. C'est ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure par rapport à l'exemple du plomb, c'est prévenir les éventuels risques associés aux produits chimiques. C'est aussi introduire une démarche RSE par rapport à cela. Je rappelle aussi que, bien sûr, les mégots polluent, mais vous avez aussi des pesticides qui sont utilisés de manière très importante dans les champs qui produisent la plante qui est le tabac. C'est aussi l'exposition finalement des personnes qui travaillent dans ces champs, et on sait que dans beaucoup de pays, ce sont des personnes jeunes, voire très jeunes, qui travaillent dans les champs de tabac.
Et donc là, on est sur une démarche écologique, on est sur une démarche éthique, une démarche intéressante à valoriser au niveau de l'entreprise. Alors ça peut être des fois la désorganisation de l'activité de travail, donc c'est un intérêt aussi pour l'entreprise, que je vous disais, c'est lorsque des salariés descendent fumer, le salarié qui est seul sur son poste se sent pas légitime pour avoir une pause. Puisque lui se dit, bah, moi je fume pas, donc je continue de travailler, la personne qui fume va pouvoir. Donc là aussi, c'est important aussi de clarifier ça en termes de pause et en termes de je peux consommer quand. Alors, ça pose la question effectivement de la dépendance, c'est le sujet, puisque est-ce que c'est la fatigue du travail qui incite finalement à cette pause, ou alors c'est le syndrome de manque, c'est-à-dire que je suis en manque physique de nicotine, donc je vais provoquer cette pause. Et il peut y avoir effectivement l'effet groupe. Donc ça, dans un collectif, effectivement, le fait que des fumeurs vont descendre régulièrement peut être un facteur de désorganisation de l'activité et même un facteur de stress par rapport aux autres collègues qui restent sur site. Alors dans certains pays, je crois au Japon, ils sont effectivement extrêmement virulents sur cet aspect-là par rapport aux personnes qui descendent et qui fument, à décompter même le temps de travail fumé, qui est parti en fumée. Alors, l'entreprise, elle a des leviers. Alors, bien sûr, elle doit s'adresser auprès d'un service de santé de prévention en santé au travail. Elle peut relayer les opérations de type moi sans tabac. Donc là, je vois régulièrement fleurir sur les réseaux sociaux pas mal d'entreprises de la grande distribution ou d'autres entreprises qui relayent le MOST, le mois sans tabac, c'est-à-dire qu'ils ont une vraie implication. Et ça aussi, je pense que sur la vision du tabac dans l'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que ça légitime une vraie politique, il y a une dynamique nationale, il y a des outils, on en parle, et tout ce qui fait finalement bouger les représentations par rapport au tabac, c'est un facteur effectivement d'arrêt. C'est aussi, ben, avec le service de santé au travail, c'est de travailler sur les facteurs favorisant du tabagisme, hein, bien sûr. C'est ce qu'on a vu en termes d'organisation du travail, travail de nuit, horaire atypique, voir comment on peut améliorer l'organisation du travail et ainsi diminuer les facteurs de stress et de pression qui peuvent entraîner une consommation de tabac. C'est délimiter bien sûr des zones fumeurs, mais c'est délimiter des zones non-fumeurs ou élargir ces zones non-fumeurs. Certaines entreprises font le choix de marquer, par exemple, devant l'entrée des zones bleues où on ne fume pas, c'est-à-dire qu'on ne fume pas directement en sortant du boulot, on va se mettre dans une zone différente, à distance notamment des zones de passage. Donc ça, c'est des choses qui sont effectivement intéressantes à mettre en place. Organiser les temps de pause. Alors là, le règlement intérieur est un outil. Vous avez ce règlement intérieur est un outil qui peut effectivement être à votre disposition. C'est informer, et là c'est légal, on l'a vu dans le cadre du travail, c'est informer sur les risques associés aux produits chimiques. Ça peut être un bon levier de dire voilà, vous avez des produits chimiques dans l'entreprise, on fait tout pour diminuer les produits chimiques et on est sur la prévention des produits chimiques naturellement, mais là aussi le tabac, attention, il y a un risque supplémentaire. Quelque chose qui peut être intéressant aussi, et dans le cas du mois sans tabac, c'est quelque chose qui est vraiment prenant à ce moment-là, c'est qu'on en parle souvent, c'est prendre en considération les salariés en cours d'arrêt du tabac. Donc il y a vraiment des dynamiques de groupe qui se créent avec des entreprises qui font ces challenges-là, de dire ben, on y a tout un groupe, on va arrêter de fumer, qui soutiennent très clairement les personnes. Alors naturellement, toujours le respect, on n'est pas obligé de dire à son employeur qu'on fume, on n'est pas obligé de dire à son employeur qu'on arrête de fumer, on n'est pas obligé de dire à ses collègues qu'on arrête de fumer, mais quelquefois avec ses collègues, une dynamique de groupe est un vrai facteur favorisant. C'est aussi dire à ses collègues j'arrête de fumer, parce que l'incitation à la consommation de la part de collègues, c'est autant d'éléments qui vont finalement risquent de provoquer la rechute. Pour l'employeur, vous savez que vous avez ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels. Dans ce document unique, l'ensemble des risques potentiels qui sont mis, risques chimiques, risques psychosociaux, etc. Et là-dedans, dans ce document unique, il est important de voir, alors c'est à la consultation des salariés, c'est de voir si effectivement vous avez le risque addictif qui est mis en place, et dans ce contexte-là, si vous avez le risque tabac qui est mis en place, et s'il y a un plan d'action qui est mis en place. Donc là aussi, c'est un levier possible. Pour le service de santé au travail, la fiche d'entreprise, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, le médecin, en fin de compte du travail, son équipe pluridisciplinaire peuvent se rendre dans une entreprise et regarder un peu quels sont les risques, connaître l'entreprise, regarder quel type de machine, etc., quel type de produits sont utilisés. Et lors de cette analyse, il peut effectivement, bah, est-ce qu'il y a des zones non-fumeurs, est-ce qu'il y a des zones fumeurs, est-ce qu'il y a une politique de prévention, est-ce que l'affichage réglementaire, vous savez, l'interdiction de fumer, il y a un affichage réglementaire défini par le Code de santé publique, est-ce qu'il est bien mis en place? Tout ça, nous, le service de santé au travail, il a un rôle de conseil auprès de l'employeur. On n'est absolument pas un rôle de sanction tant auprès du salarié qu'auprès de l'employeur, mais vraiment un rôle de conseil. Et donc ce rôle de conseil peut être appliqué sur la réglementation, sur délimiter des zones et sur quels leviers à mettre en place dans le cadre de l'entreprise. Et voilà.
Donc, vraiment important de solliciter. Alors, si vous êtes dans l'entreprise, employeur, RH, c'est important de solliciter votre service de santé au travail. Si vous êtes salarié, c'est aussi important de prendre en considération ces éléments-là. Alors, quel est finalement le rôle de santé au travail? Alors, on se dit toujours, on s'occupe que du travail, pas de la santé publique. On a un vrai impact. Et c'est vrai qu'on est un interlocuteur qui est intéressant tant pour le salarié que pour l'entreprise. On est vraiment un charnière, c'est-à-dire qu'à la fois on connaît le monde du travail, on connaît le monde de l'entreprise et on connaît aussi l'aspect médical. Donc les services de santé au travail ont vraiment un rôle là-dessus. Alors l'INRS, dans une étude de Philippe H en 2021, avait interrogé les centres de services de santé au travail médecins et guides. Et effectivement, vous voyez qu'ils étaient sollicités au moins 5 fois sur une année pour une problématique de tabac ou de cigarettes électroniques. Donc, ce n'est pas une problématique qui est invisible et qui n'est pas relatée par les salariés. C'est-à-dire que, voilà, au moins 5 fois, c'était une moyenne sur 1245 membres des services de santé au travail. Ensuite, ce qui était intéressant de voir, c'est de voir ce qui marchait finalement. Alors, déjà, la prescription de TSN. Vous savez que depuis 2016, les infirmières de santé au travail et les médecins du travail peuvent prescrire des substances nicotiniques et aider finalement les personnes à arrêter de fumer pour les raisons que je vous ai dit, hein, à la fois la coactivité et la copersistance de produits chimiques et de tabac. Il y a un vrai impact. Et donc là, vous voyez que c'est efficace. C'est-à-dire que finalement, prescrire des substances nicotiniques, alors, c'était juste la prescription, hein. Il n'y avait pas le suivi, mais déjà rien que le fait de prescrire, c'est-à-dire d'enclencher au moins une démarche, de discuter avec son salarié, d'évaluer les choses, permettait avec une prescription d'améliorer effectivement les chances de réussite d'arrêt. Bien sûr, le conseil individuel, là aussi, vous êtes le médecin du travail, l'infirmière de santé au travail et le préventeur en santé au travail sont des interlocuteurs, et le conseil individuel avait effectivement une efficacité. Alors, bien évidemment, on verra, et vous l'avez sans doute vu, ce qui marche mieux, c'est à la fois la prescription de traitement, dont les substances nicotiniques, associées à un conseil individuel et à une prise en charge. Les thérapies de groupe, un peu moins, vous voyez, les thérapies de groupe autour d'1,71, donc globalement ça marchait. Alors la brochure et la vidéo, efficacité non significative, hein. Donc effectivement, ça peut être un plus. L'idée, c'est effectivement on verra ce qu'il faut faire hein, de manière simple pour améliorer les choses, mais la brochure n'est pas suffisante. C'est un élément de discussion ou une vidéo, c'est un élément pour ouvrir le dialogue. On le verra dans le cadre du repérage, mais c'est sans doute pas satisfaisant. Il faut finalement, comme toujours dans une politique de lutte contre le tabagisme, il faut mélanger toutes ces approches. C'est ce qui fait la force, c'est mélanger la pression de TSN, le conseil individuel, éventuellement le groupe si on peut, ou une brochure et une documentation. Autre élément, c'est des démarches, là, cette fois-ci individuelles, et on sait que le rôle du professionnel de santé est primordial, hein. Vous savez que 97% des fumeurs qui essaient d'arrêter seuls échouent. Alors, il y en a qui arrivent, hein, pas de problème, 3% qui vont arrêter, qui n'ont pas besoin finalement des soins, c'est pas la légion. Beaucoup finalement de fumeurs vont tenter d'arrêter et vont rechuter. Et c'est vrai que l'adjonction à un professionnel formé est important pour le soutien, pour le conseiller, pour remettre des substituts, pour équilibrer le traitement des substances nicotiniques, est primordial. Et là, je reviens à une démarche individuelle. Pourquoi c'est important aussi pour nous? Parce que c'est un facteur, je vous l'ai dit, de risque de désinsertion professionnelle. Et donc, on est vraiment dans une démarche de maintien dans l'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, le minimum, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle le repérage systématique. Alors, il peut être opportuniste dans le cas d'une campagne. Vous mettez un stand autour du mois sans tabac et les gens arrivent et vous leur posez la question. Donc, c'est opportuniste de leur consommation. Vous pouvez éventuellement les faire souffler dans un CO-testeur pour apprécier l'intoxication tabagique, hein. Vous savez que le CO-testeur, on mesure le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est le gaz des chaudières mal réglées, hein. C'est un produit qui est extrêmement toxique, qui va se fixer de manière très très forte sur les globules rouges et diminuer le taux d'oxygène. Là aussi, en santé au travail, c'est un vrai facteur à prendre en compte hein, dans certaines industries. Donc là, ça permet effectivement, en dehors de toute exposition de monoxyde de carbone industriel, avoir une vision un peu de son intoxication tabagique. Et finalement, lors des visites réglementaires, donc les visites réglementaires, c'est les visites d'embauche, les visites périodiques, faites par l'infirmière ou par le médecin, ou occasionnelles, lors d'une reprise du travail, après une maladie, professionnelle ou non, lors d'une demande d'un salarié, lors d'une demande de l'employeur, et ben, profitez de ces instants-là pour poser la question, alors ici du tabac, puisqu'on est un webinaire sur le tabac, mais plus largement la question des pratiques addictives. Car je vous l'ai dit, hein, on l'a vu dans les premières données, les premières diapositives, vraiment, c'est un facteur de risque de désinsertion
professionnelle. Et la question la plus simple, c'est fumez-vous? Oui, non. On verra un peu l'algorithme qu'on peut utiliser. Déjà, finalement, s'intéresser au comportement, c'est déjà finalement déclencher quelque chose au niveau de l'individu. Donc, on peut être vraiment sur un vrai facteur de facilité. Alors, rappelez-vous aussi que 50% des fumeurs souhaitent arrêter de fumer. Et ça, et souvent, une petite cheat note, une petite question, le conseil minimum, c'est un facteur qui va faire amener le fumeur à arrêter. Et toujours, effectivement, tracer dans le dossier et répéter régulièrement lors des visites ces petits conseils de prévention. Alors là, l'idée, c'est déjà au minimum, si on ne veut pas se lancer dans un sevrage, la prescription, c'est le conseil d'arrêt minimal, hein, l'intervention ultra brève, c'est vous fumez, oui, non. Si vous avez envie d'arrêter, je peux vous aider et donner des clés et des conseils pour arrêter de fumer. Et s'il n'a pas envie d'arrêter de fumer, c'est toujours de laisser la porte ouverte, c'est de discuter un peu sur son tabagisme, lui proposer peut-être la réduction, voir s'il a tenté d'arrêter. L'idée, c'est vraiment de faire réfléchir la personne à sa consommation et peut-être au niveau stade motivationnel, l'amener à un stade motivationnel proche de l'action. Alors, vous pouvez aussi, pour évaluer la dépendance, le Fagerström. Alors, certains logiciels maintenant proposent le Fagerström, c'est 6 pour le Fagerström classique ou 2 pour le mini Fagerström, qui donne une idée de la notion de dépendance. C'est quoi ces deux questions? C'est combien de cigarettes fumez-vous par jour et dans quel délai après le réveil fumez-vous votre première cigarette? C'est des marqueurs de dépendance physique forte. Voilà l'algorithme qu'on peut vous proposer. Hein, si vous êtes en consultation, vous n'avez pas forcément l'occasion de revoir le salarié ou de lui proposer un sevrage. Vous voyez, avez-vous des envies d'arrêter de fumer? Question simple. Voulez-vous qu'on prenne le temps d'en parler? Bon, c'est 3-4 minutes. Vous pouvez faire une consultation ultra brève, 3-4 minutes. Et là, c'est efficace puisque on dit à peu près 2% d'arrêt spontané à 1 an. Et sinon, on ne laisse pas finalement la partir comme ça. Pendant combien de temps, voilà, s'il nous a jamais fumé, s'il a envie d'arrêter, s'il a déjà rechuté, etc. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire bouger les lignes et d'interpeller. Sachez que 25% des fumeurs ont déjà tenté d'arrêter. Alors, vous pouvez aussi vous appuyer, et là, c'est quelque chose d'intéressant, toute l'année, sur les dispositifs. Alors, j'en ai mis deux, hein, j'ai mis Tabac Info Service, et il y a une efficacité démontrée. Hein, alors, c'est des tabacologues qui peuvent vous répondre, vous pouvez ça peut être en ligne, ça peut être via une application sur un téléphone mobile, ou alors par téléphone. Vous voyez qu'à 6 mois, donc c'est Pascaro en 2016 qui a démontré l'efficacité, donc à 6 mois, il rappelait finalement les personnes qui s'étaient inscrites sur le dispositif, et vous voyez que le taux d'abstinence sur les personnes qui tentaient l'arrêt à ce moment-là, donc qui étaient vraiment avancées en tentative d'arrêt, était d'un tiers. Donc on est plutôt pas mal sur des dispositifs qui sont peu coûteux. L'idée, hein, c'est comme toujours, c'est lorsqu'un fumeur se lance dans la démarche, c'est, alors pardonnez-moi cette expression tribale, c'est un peu de le marquer à la culotte, c'est pas de le laisser tout seul, c'est pas de l'abandonner, c'est être toujours très présent autour de lui. Et vous voyez que même sur ceux qui finalement étaient dans une démarche beaucoup moins avancée lors du premier contact, à 6 mois, près de 20% quand même avaient là aussi un taux d'abstinence à 6 mois. Donc on avait quand même des résultats très intéressants, pas plutôt, mais très intéressants en termes d'efficacité. Autre dispositif, et là, voilà, donc en 2024, le mois sans tabac, oui, on est déjà autour, je ne sais pas si les chiffres sont remis à jour, mais autour de 130 000 inscrits. Et ce qui était intéressant aussi, c'était dans cette démarche collective, donc une démarche collective, c'est aussi pouvoir, nous, en tant que service de santé au travail, intervenir auprès de l'entreprise en disant, voilà, il y a quelque chose d'intéressant à mettre en place, non stigmatisant, c'est le mois sans tabac. Et lorsque vous avez arrêté pendant un mois, vous avez 5 fois plus de chances d'arrêter. Donc on a vraiment une efficacité. C'est-à-dire que quand on met le boost sur ce mois d'arrêt, on se dit bah, c'est pas mal, on continue. Donc il y a vraiment, nous, lors de nos visites, un vrai impact. Voilà. Et c'est ce qui se fait dans les services. Hein. Les services de santé au travail sont extrêmement présents autour des dispositifs Moi sans tabac auprès de leurs salariés. Alors, le rôle, bah, c'est l'aide au sevrage. Hein. Vous savez qu'on a le droit de prescrire des TNS, c'est rembourser ses sécurité sociale. C'est aussi assurer un suivi. Alors, c'est pas forcément en consultation si on est très chargé en termes de volume de consultation. Ça peut être aussi par téléphone. C'est le salarié qui peut nous rappeler. C'est aussi orienté si nécessaire. Et là, ça nécessite effectivement une bonne connaissance du réseau local de professionnels de santé. Et là, bah, c'est là aussi important qu'il y ait un décloisonnement entre les structures addicto, les structures tabaco et le service de santé au travail, voire des partenariats peuvent être créés entre ces structures. Voilà, j'en ai fini sur ce topo. Je vous remercie de toute l'attention que vous avez portée à cela et je mets fin au partage. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. J'ai peut-être été un peu bavard, je suis désolé. Bah merci, docteur Martini. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, vous pouvez soit prendre la parole, soit écrire sur le chat, comme vous le souhaitez.
Et puis s'il n'y a pas de question qui vient, je reste à votre disposition par email, par courriel, hein, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter, je répondrai avec plaisir. Théorie, on n'a pas de questions. Encore une fois, merci docteur Martini pour cette présentation. Merci aux participants d'avoir été présents. Le webinaire sera mis à disposition sur YouTube et le site internet Moi Sans Tabac Grand Est en replay. Il y aura également une info qui sera mise sur LinkedIn. Et là, je vois que des personnes écrivent sur le chat. Donc peut-être qu'on va avoir finalement une ou deux questions. Je vous laisse le temps de terminer. C'est un merci. Eh ben, merci à vous. Voilà. Bon appétit, bon après-midi et puis peut-être à bientôt dans les futurs webinaires Moi sans tabac de l'année prochaine. Merci encore, docteur. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée.